Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans le numéro de novembre 2025 de Philosophie Magazine, un numéro qui, comme souvent avec Philomag, nous propose des réflexions profondes, oui, parfois un peu déstabilisantes, c'est vrai, mais toujours stimulantes. Absolument. Et le gros morceau ce mois-ci, c'est un dossier avec un titre, on peut dire assez direct, hein, La mort, autant s'y préparer. Ah oui, Ça sonne un peu comme un défi, non? Une invitation à regarder notre finitude en face, en croisant les réflexions d'hier et puis les enjeux d'aujourd'hui. c'est exactement ça. On va donc passer un bon moment, je pense, à décortiquer ce dossier central, et puis après on ira voir d'autres articles qui sont tout aussi passionnants. Il y a une analyse de la situation post-7 octobre par Pankaj Mishra. Hmm. Vers une conversation sur l'étranger de Camus qui bouscule un peu les lectures habituelles, l'utilisation assez étonnante de la philo dans la rééducation sportive, Ah oui, ça c'est intéressant. ou encore un retour sur la pensée essentielle d'Édouard Saïd et son concept d'orientalisme. Bref, il y a de quoi faire. Oui, un programme riche. Alors, prêt pour cette exploration? Commençons par ce fameux dossier sur la mort. Le point de départ du dossier, c'est cette idée qui vient de Socrate. Apprendre à mourir serait la tâche philosophique par excellence. Le magazine nous propose de, je cite, repenser le projet philosophique de Socrate à la lumière des mœurs actuelles. L'intention, elle n'est pas du tout morbide, au contraire. Non, non, c'est clair. C'est plutôt comment cette réflexion sur la fin peut éclairer notre façon de vivre, ici et maintenant. Un peu glauque pour la mort. D'ailleurs, une des premières sections, Testament philosophique, elle est particulièrement forte, je trouve. Hmm, Elle donne la parole à 6 personnalités, dont Edgar Morin. Bon, à 104 ans, son témoignage a forcément un poids particulier. c'est sûr. Et ils livrent leurs réflexions très personnelles sur ce que se préparer à la mort veut dire pour eux. On est loin des grandes théories abstraites, c'est très incarné. Oui, c'est très concret. Et ce qui est frappant aussi, c'est de voir comment cette préparation, très intime finalement, dialogue avec l'évolution des rituels collectifs. Le magazine cite une étude du CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui montre une tendance très nette. On veut de plus en plus personnaliser les funérailles. Ah oui, ça c'est vrai. Choix de la musique, des textes. On cherche à laisser une empreinte singulière, quoi, loin des cérémonies standards. Oui, cette volonté de personnalisation, c'est un phénomène assez marquant. Le philosophe Jean-Philippe Pierron, il évoque même l'idée d'un programme de vie pour ses propres obsèques. Carrément. Comme si on voulait écrire le dernier chapitre soi-même, laisser une trace maîtrisée. C'est une manière peut-être de reprendre un peu de contrôle sur cet événement ultime qui, par définition, nous échappe. Mais bon, est-ce que ça suffit à apaiser l'angoisse face à l'inconnu? C'est une bonne question. D'ailleurs, le dossier explore justement comment notre rapport à la mort a évolué à travers le temps. Il y a une section Les 4 âges de la mort. On revisite un peu les travaux de l'historien Philippe Ariès, qui parlait de la mort apprivoisée au Moyen Âge, une mort familière, publique, intégrée à la vie sociale, Oui. pour arriver à une anxiété beaucoup plus marquée aujourd'hui, voire une forme de déni ou de scandale même face à la mort dans nos sociétés obsédées par la jeunesse, la performance. Et c'est là que le retour aux philosophes antiques devient éclairant, justement. Le magazine nous rappelle leur stratégie pour apprivoiser la mort, mais au sens intime, psychologique cette fois. Alors il y a Platon, pour qui la mort c'est une libération. L'âme, enfin débarrassée du corps, peut accéder à la connaissance pure. C'est une perspective presque optimiste, non? Oui, ou du moins qui dédramatise pas mal. Et puis il y a Épicure, avec sa formule célèbre, presque provocatrice. La mort n'est rien pour nous. Ah oui, celle-là. Son argument est d'une logique implacable. Tant qu'on est vivant, la mort n'est pas là. Quand elle arrive, on n'est plus là pour en faire l'expérience. Donc, pourquoi en avoir peur? C'est radical comme approche pour couper court à l'angoisse. Très radical, oui. Peut-être même un peu trop pour notre sensibilité moderne, non? On peut trouver ça un peu court face à la douleur de la perte ou à l'angoisse de la déchéance. C'est vrai. Mais l'intention est claire, nous libérer d'une crainte jugée irrationnelle. Et puis, il y a les stoïciens, comme Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Lui, il nous invite à une autre forme d'acceptation, voir la mort comme un processus naturel inscrit dans l'ordre du cosmos. Ne méprise pas la mort, écrit-il, mais sois content d'elle, puisqu'elle est une des choses que veut la nature. Il s'agit de l'accueillir avec sérénité, quoi, comme on accueille les saisons. Des sagesses anciennes qui offrent des outils, c'est certain. Mais le dossier ne s'arrête pas là. Il affronte aussi des questions brûlantes d'actualité. Je pense notamment au débat sur la fin de vie et l'aide active à mourir. L'éclairage de Guillaume Durand, qui est éthicien en milieu hospitalier, est particulièrement précieux ici.
Il apporte une nuance bienvenue dans un débat souvent polarisé. Oui, et ça c'est crucial. Durand met en garde contre toute simplification. Une demande d'aide à mourir, c'est rarement univoque. Il faut écouter ce qu'elle cache. Une souffrance physique intolérable, une solitude extrême, la peur de la dépendance. Il refuse de voir ça seulement comme le, je cite encore, symptôme d'une société au bout du rouleau. Tout en défendant la liberté et la dignité des personnes, il questionne, est-ce que l'aide active à mourir est toujours la seule ou la meilleure réponse? Hmm. Il appelle à ne pas la banaliser, à explorer toutes les alternatives pour soulager, accompagner, sans pour autant nier la réalité de certaines détresses, bien sûr. C'est un chemin de crête éthique très délicat. Extrêmement délicat, en effet. Et la mort, ce n'est pas seulement la nôtre qui nous interroge, c'est aussi celle des autres. Comment le deuil nous travaille, nous transforme. Le dossier aborde cette question à travers les témoignages de deux écrivaines, Brigitte Giraud et Sigrid Nunez. Et là, on touche à l'intime, à l'expérience vécue de manière très, très forte. Oui, Brigitte Giraud, qui écrit ce livre poignant sur la mort accidentelle de son mari, elle met en lumière un paradoxe terrible du deuil. Continuer à vivre, dit-elle, ça peut apparaître comme un acte d'altruisme admirable envers ceux qui restent, mais c'est aussi, en même temps, s'infliger une grande violence à soi-même, tellement le décalage est immense entre sa propre survie et l'absence de l'autre. C'est très juste, cette tension. Oui, cette tension entre le devoir de vivre et la douleur de la perte, c'est vraiment au cœur de son témoignage. Et Sigrid Nunez, elle, explore la vulnérabilité radicale face à la perte. Elle pointe la difficulté d'être authentique dans le chagrin, les rôles sociaux qu'on endosse parfois malgré nous. Et elle s'intéresse particulièrement à la manière dont les femmes traversent ces épreuves. Elle suggère une sorte de conditionnement culturel presque invisible, une pression diffuse qu'elle compare, de manière assez saisissante, à un nématode. Un nématode. Oui, un parasite insaisissable qui influencerait nos réactions. C'est une image qui fait réfléchir sur le poids des normes, même dans l'épreuve la plus personnelle. Ah oui, d'accord. C'est fort comme image. Et pour revenir à cette idée de préparation, le dossier explore aussi les voies intérieures, les exercices spirituels, on peut dire. Il y a un dialogue entre l'artiste Rebecca Warrior et le philosophe Maxime Reverey qui est particulièrement intéressant là-dessus. Ils évoquent les approches stoïciennes, bien sûr, mais aussi le zen. Il y a cette formule zen assez frappante. Entrer en méditation serait comme entrer dans son cercueil. Oula, c'est une image forte, oui. L'idée, si je comprends bien, c'est d'utiliser la pleine conscience, la méditation, non pas pour fuir la réalité, mais pour se familiariser avec l'impermanence, avec notre propre finitude, pour l'accepter, non pas avec résignation, mais avec lucidité, c'est ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Et Maxime Revers va même plus loin avec une idée qui peut sembler paradoxale au premier abord. Accepter de vivre, c'est aussi une manière de mourir volontairement. Comment ça? Ce qu'il veut dire par là, c'est que vivre pleinement, choisir ses engagements, ses valeurs, en pleine conscience que notre temps est compté, c'est une façon d'assumer notre finitude, de lui donner un sens jusqu'au bout. C'est très proche de ce que disait Sénèque finalement. L'important n'est pas la durée, mais l'intensité et la qualité de la vie. D'accord, je vois. Et dans ce dialogue, l'importance des rituels revient aussi, non? Rebecca Warrior souligne que la cérémonie est une façon d'être en représentation pour se montrer digne face à des événements comme la mort. Ces rituels, qu'ils soient traditionnels ou réinventés, ils nous aident à donner une forme, une structure collective et symbolique à ces passages difficiles, à ne pas rester seul face au chaos de la perte. Tout à fait. Finalement, ce dossier nous montre que se préparer à la mort, c'est pas une obsession morbide, mais peut-être une manière de vivre plus consciemment, plus intensément, et peut-être aussi plus solidairement. Oui, c'est un dossier vraiment riche qui invite à beaucoup de réflexions personnelles. Bon, maintenant, si on sortait un peu de cette exploration de la finitude pour regarder d'autres sujets abordés ce mois-ci. Il y a un entretien assez percutant, on peut dire, avec l'essayiste Pankaj Mishra. Ah oui, Pankaj Mishra, connu pour ses analyses critiques post-coloniales et des rapports Nord-Sud. Là, il livre une lecture très engagée et assez sombre de la situation à Gaza après le 7 octobre. Il utilise des mots forts, hein. Il parle de Gaza comme d'une nouvelle figure du mal et du refus du mal, allant jusqu'à comparer la situation à Guernica comme symbole d'une violence extrême. Il est très critique envers la réaction des puissances occidentales et il observe avec intérêt la mobilisation d'une partie de la jeunesse occidentale pour les droits des Palestiniens, y voyant une nouvelle conscience morale émerger. Il questionne aussi l'instrumentalisation de la mémoire de la Shoah dans le discours politique actuel. Alors, il faut bien préciser ici que nous rapportons la perspective de Pankaj Mishra telle qu'elle est exposée dans l'article, sans bien sûr endosser ses points de vue qui touchent à des sujets évidemment
moments complexes et douloureux. Oui, c'est important de le souligner, la neutralité est essentielle. Changement d'ambiance radical maintenant, avec un dialogue entre le cinéaste François Ozon et la philosophe Marilyn Maisot. Il revisite L'étranger d'Albert Camus, un livre qu'on croit connaître par cœur, mais qui réserve toujours des surprises, on dirait. Et c'est le cas ici. Leur discussion est passionnante. Ils s'interrogent sur l'énigme Meursault. Son indifférence apparente, sa sincérité, déroutante, son meurtre absurde sous le soleil écrasant. Mais ce qui est vraiment mis en avant par Marilyn Maisot, c'est la nécessité de lire le roman en tenant compte du contexte colonial. Elle rappelle cette phrase clé, vous savez ? L'arabe est allongé, Meursault debout. L'un est un coloniste, l'autre un colonisé, et la violence de l'Algérie française intervient. Ah oui, c'est une lecture forte. Oui. Cette lecture replace le geste de Meursault dans une histoire de domination, de violence systémique, ce qui complexifie énormément le personnage. Est-il juste l'incarnation de l'absurde ou aussi, malgré lui, le produit d'un système ? Bon, la question reste ouverte. Une lecture qui donne envie de relire Camus sous cet angle, c'est certain. Le magazine nous propose ensuite un portrait assez étonnant, celui de Philippe Serrano, un médecin qui utilise la philosophie comme outil de soin. Oui, c'est une rencontre inspirante. Serrano est médecin du sport, spécialisé en réadaptation. Il travaille avec des athlètes de haut niveau, des rugbymen, des danseurs, des gens dont le corps est à la fois l'outil et la source de souffrance potentielle. Et sa méthode intègre la philosophie antique, Platon, les stoïciens, les néoplatoniciens. Sa devise résume bien son approche, réparer le corps, soigner l'âme. J'aime bien. Pour lui, la blessure, l'épreuve physique, c'est une occasion de réflexion, de travail sur soi. Il dit même, et j'adore cette phrase, « Ce que tu as lu la nuit t'aide dans la journée ». Excellent. C'est la preuve que la philo peut être tout sauf abstraite, qu'elle peut concrètement aider à traverser les difficultés. Exactement. Ça fait un peu écho à ce qu'on disait sur les stoïciens et la préparation à la mort, cette idée d'exercice spirituel pour mieux vivre. Et ça nous amène assez naturellement à un autre penseur clé abordé ce mois-ci, Edward Said. Un article revient sur son influence décisive. Oui, l'article s'intitule « Déconstruire l'Orient, reconstruire la Palestine », ce qui montre bien les deux axes de sa pensée. D'abord, il revient sur l'orientalisme, son livre majeur de 1978. Il faut rappeler ce que Saïd a montré, comment l'Occident a fabriqué une image stéréotypée, souvent infantilisante ou menaçante, de l'Orient. Une construction intellectuelle et culturelle qui n'était pas innocente, mais qui servait à légitimer la domination politique et économique. Expliquer ce mécanisme de l'orientalisme, c'est crucial pour comprendre encore aujourd'hui comment on parle de l'autre, comment on construit des clichés. C'est toujours d'actualité. Et l'article montre comment cette analyse intellectuelle a nourri son engagement politique plus direct, notamment sur la question palestinienne. Exactement. Saïd, lui-même palestinien exilé, a milité pour le droit à l'autodétermination de son peuple, pour la reconstruction de la Palestine, tout en reconnaissant, c'est important, la légitimité de l'existence d'Israël et les souffrances du peuple juif. C'est une position complexe qui cherchait une reconnaissance mutuelle. Encore une fois, il est important de souligner qu'on expose ici les idées de Saïd telles que présentées, sans prendre parti sur ce conflit aux racines profondes. Bien sûr. Et l'article rappelle cette initiative magnifique qu'il a cofondée avec le chef d'orchestre israélo-argentin Daniel Barenboim, le West Eastern Divan Orchestra, qui réunit de jeunes musiciens israéliens et arabes, un symbole puissant de dialogue possible à travers la culture, malgré tout. Un beau symbole d'espoir, effectivement. Pour finir ce tour d'horizon, le magazine nous parle aussi d'un livre-témoignage assez fort, Épuisé, fragment sur la vie malade de Johann Margulis. Oui, c'est le récit d'une expérience limite. Johann Margulis, qui est à la fois ingénieur et philosophe, raconte son combat contre l'encéphalomyélite myalgique, qu'on appelle souvent syndrome de fatigue chronique. Une maladie invisible, épuisante, qui bouleverse radicalement l'existence. Ce qui est intéressant, c'est qu'il mêle le journal intime, la description très concrète de cet épuisement, avec des réflexions philosophiques. Il convoque des penseurs comme Emmanuel Lévinas, peut-être pour penser la vulnérabilité, le rapport à l'autre quand on est soi-même diminué, ou Peter Sloterdijk pour analyser comment la maladie redéfinit notre sphère d'existence. C'est une tentative courageuse de mettre des mots et du sens sur une souffrance qui isole et dépersonnalise. Décidément, ce numéro nous confronte à toutes sortes de limites. Celle de la vie avec le dossier sur la mort, la limite de la compréhension de l'autre avec Mishra ou Saïd, celle du langage face à l'indicible chez Giraud ou Margulise, celle du corps avec Serrano. C'est un fil rouge assez puissant quand on y pense. C'est vrai.
Et peut-être que la question qui traverse tout le magazine, implicitement ou explicitement d'ailleurs, il y a aussi des extraits de L'intrus de Jean-Luc Nancy, ce texte incroyable sur l'expérience de la greffe cardiaque et de l'altérité au cœur de soi. Ah oui, aussi. Mm. La question, c'est peut-être celle-ci. Qu'est-ce que ça change pour nous de nous confronter lucidement à ces limites, que ce soit notre propre finitude, l'étranger qui nous habite, ou celui qui nous fait face, les récits culturels qui nous enferment comme l'orientalisme? Comment cette confrontation philosophique peut-elle nous transformer? Comment peut-elle nous ouvrir à une manière différente d'être au présent, une manière qui fasse plus de place à ce qui nous échappe, à ce qui nous est autre, même quand c'est déstabilisant? C'est une excellente question pour nous laisser méditer. Une belle invitation à poursuivre la réflexion après avoir refermé ce magazine. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.